Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il est 21h. Sur un trottoir, devant un petit hôtel de Versailles, une femme hésite encore. Nous l'appellerons Madame D. Madame D a 37 ans. C'est une femme très grande, aux cheveux dorés et au regard vert. Élégamment vêtue, elle porte une petite mallette en maroquinerie luxueuse. Enfin, Madame D prend sa décision. Elle entre dans l'hôtel minable, demande une chambre au concierge. Une fois dans sa chambre, qui ne ressemble en rien à celle de son appartement de l'avenue Foch, elle s'assoit sur le lit, allume une cigarette et réfléchit. Madame D a pris une décision grave. Je vous le dis tout de suite, nous nous garderons bien d'émettre le moindre jugement moral à propos de cette décision. Nous nous contenterons de raconter les faits tels qu'ils ressortent des enquêtes de police et des déclarations que Madame D fit à certains journalistes. Après quelques bouffées de cigarette, Madame D demande au concierge un numéro de téléphone. Quelques instants plus tard, une voix d'homme répond. « Allô, Georges ?» demande Madame D. « Oui. »« Si vous m'avez reconnu, ne dites pas mon nom. »« Je vous ai reconnu. »« Pouvez-vous me rendre un service ?» demande Madame D. « Bien sûr, » répond le dénommé Georges. « Un service dangereux. » « De quoi s'agit-il ? » ?»« D'un kidnapping. » Ainsi s'ouvre l'extraordinaire dossier de la police que nous raconte aujourd'hui Jacques-Antoine. Madame D est d'origine anglaise, mais elle parle le français sans accent. D'ailleurs, elle est française de cœur et française aussi par son premier mariage. Seulement, après avoir épousé un Français et avoir eu de lui 2 filles, Françoise et Géraldine, elle a dû divorcer. Lors du jugement de divorce, qui se fait pratiquement à l'amiable, elle obtient sans difficulté la garde de ses 2 filles. Mais la mère de Madame D, une lady anglaise, après avoir désapprouvé ce mariage avec un étranger, désapprouvait ensuite le divorce. D'après Madame D, la lady, sa mère, serait quelque peu rétrograde. Nous lui laissons la responsabilité de ce jugement tout en croyant nécessaire de vous le faire connaître. À cette époque, Madame D, obligée de travailler, entre comme réceptionniste dans un institut de beauté, ce qui, s'ajoutant aux problèmes matériels causés par la séparation d'avec son mari, ne lui laisse ni le temps ni les moyens de s'occuper suffisamment de ses 2 filles. En attendant de s'être organisée, elle confie les 2 enfants à sa mère, en Grande-Bretagne. Très exactement, à Hurseyd, près d'Epsom. C'est à contre-cœur qu'elle se sépare d'elle. Elle leur rend visite presque chaque week-end, envoie régulièrement l'argent nécessaire à leur pension et attend avec impatience le moment de pouvoir les faire revenir chez elle en France. Les enfants ont alors Françoise 13 ans, Géraldine 10 ans. Hélas, cette situation se prolonge 3 années. La mère de Madame D s'occupe bien de ses petites filles, qui bien entendu sont pensionnaires dans des établissements de premier ordre. Chaque fois que Madame D fait part à sa mère de son intention de reprendre ses filles, cette dernière trouve toujours une raison pour l'amener à reporter sa décision. Un jour, son appartement de Paris n'est-il pas trop petit ? Est-ce que son travail lui laissera vraiment le temps de s'en occuper ? Peut-être faudrait-il attendre que Françoise ait terminé tel cycle d'études, etc., etc. Quand enfin Madame D peut s'installer dans un appartement de l'avenue Foch, que rien ne s'oppose plus à ce qu'elle assure elle-même l'éducation de ses enfants et qu'elle déclare sa ferme intention de les reprendre, sa mère, sans lui opposer un refus formel, la laisse dans une vague incertitude et parvient à faire reporter encore leur retour. Enfin, l'été dernier, après les grandes vacances, Françoise et Géraldine doivent rejoindre leur mère à Paris. Elles ont alors Françoise 16 ans, Géraldine 13 ans. Hélas pour Madame D,
L'avant-veille du jour où elle doit se rendre en Angleterre pour aller les chercher, elle reçoit une lettre qui, selon sa propre expression, la laisse pantelante, brisée, au bord de la dépression nerveuse. La lettre émane du ministère de la Justice anglaise et dit à peu près ceci. Vos enfants, à la demande de votre mère, ont été placés sous la tutelle de la Cour. Nous vous signifions que dorénavant, et en attendant que leur sort soit décidé par jugement, vos filles ne pourront en aucun cas quitter le sol britannique. Vous êtes d'autre part priés de ne pas troubler leur esprit par des lettres ou des paroles contraires à leur tranquillité. Impuissante, Madame D passe par des alternatives de fureur et de stupeur et va consulter un avocat international. Celui-ci lui laisse peu d'espoir. En effet, dit l'avocat, il s'agit d'une loi particulière à la législation britannique. Dernièrement, j'ai eu à m'occuper d'un cas similaire, mais qui jouait en faveur de la mère, l'actrice Dawn Addams. Lorsque celle-ci divorça d'avec le prince Vittorio Massimo, le jugement de séparation l'autorisait à ne garder leur fils que pendant 1 mois par an. Profitant de vacances en Italie, l'actrice enleva en septembre 1962 l'enfant Stefano, âgé de 7 ans, et l'emmena en Angleterre. Là, pour que Stefano, de nationalité anglaise, ne puisse être repris par son père, Dawn Addams le confia à la tutelle de la Haute Cour de justice britannique. Ainsi, le petit garçon ne pouvait plus quitter le territoire anglais. Bien sûr, il y aura un jugement, mais dans le cas où vous obtiendriez gain de cause, la procédure risquerait de durer 3 ou 4 ans. Dans le cas où vous perdriez votre procès, il vous faudra attendre la majorité des 2 enfants. C'est après avoir réfléchi pendant 24 heures à cette situation que Madame D en arrive à la conclusion qu'il ne lui reste qu'une seule solution, oui, une seule, enlever ses propres enfants. C'est évident, mais sa mère doit bien se douter qu'elle va réagir. Elle aussi sait qu'il n'y a qu'une solution pour lui reprendre les enfants. L'administration britannique aussi le sait. Donc peut-être va-t-on la surveiller, peut-être la surveille-t-on déjà. Voilà pourquoi Madame D a quitté son appartement de l'avenue Foch pour cet hôtel minable de Versailles, où elle se fait inscrire sous un faux nom. Le lendemain, une première réunion rassemble à l'hôtel de Versailles Madame D et cet homme que nous appellerons Georges. De son métier, il est journaliste, lunettes, cheveux gris et courts. C'est un homme aussi petit et flegmatique que Madame D est grande et nerveuse. Après avoir étudié la situation, tandis que Madame D marche de long en large, Georges réfléchit, tranquillement assis dans une sorte de fauteuil avachi. C'est que cette opération s'avère très délicate. Les 2 enfants ne possèdent ni passeport ni papier d'identité. D'autre part, elles sont pensionnaires dans 2 institutions distantes l'une de l'autre de plus de 100 km. Françoise à Epsom, Géraldine à Brighton. Enfin, si Madame D n'est pas déjà surveillée, il est probable qu'elle figure, elle et ses enfants, sur une liste noire quelconque. Alors, demande Madame D, vous avez une idée? Oui, répond Georges. Mais pour la mettre sur pied, je dois contacter un ami anglais. Lors de la réunion suivante, ils sont 3, Madame D, Georges, et un merveilleux Anglais à moustache rousse, ancien de la Royal Air Force, aujourd'hui pilote dans une compagnie privée. Après avoir rapidement étudié le dossier, le pilote a demandé à entendre Madame D avant d'accepter de l'aider. Imaginez donc, dans cette petite chambre de Versailles, ces 2 hommes et cette femme penchés sur les cartes du sud de l'Angleterre qu'ils ont étalées sur le lit. L'idée à première vue est simple. Enlever successivement les 2 enfants et les conduire sur un terrain situé à proximité de l'un des 2 collèges et décoller pour la France. D'après sa connaissance des lieux, le pilote suggère que le terrain d'aviation à choisir soit celui de Bournemouth. Encore faudrait-il effectuer une reconnaissance plus approfondie des lieux et procéder à une sorte de répétition. Mais pour éviter de donner l'éveil en rôdant sur les lieux et en passant et repassant plusieurs fois la frontière, il est décidé que cette reconnaissance définitive et la répétition générale se feraient la veille de l'enlèvement. 8 jours plus tard, soit le 16 octobre, Madame D et Georges sont à Londres. Georges loue une voiture et en pleine nuit, ils vont reconnaître les lieux, les 2 pensionnats et le terrain d'aviation. 4 difficultés majeures se présentent. Premièrement,
voir les enfants sans attirer l'attention de leurs surveillants. Deuxièmement, arriver au second pensionnat avant que l'alarme ait été donnée à la suite de l'enlèvement du premier. Troisièmement, faire monter les enfants dans l'avion en évitant le contrôle de la police. Enfin, quatrièmement, les prévisions météo pour le lendemain sont mauvaises, on craint l'arrivée du brouillard. Alors de retour à Londres, au petit matin, Madame D et Georges imaginent un stratagème au cas où le brouillard viendrait empêcher le succès de l'opération. Madame D, très nerveuse, essaie de dormir, mais n'y parvient pas, et c'est après une nuit blanche qu'ils partent vers midi pour le premier collège à Epsom, où se trouve Françoise. À 14 h, leur voiture s'arrête devant la grille du pensionnat. La concierge apparaît sur le pas de sa porte. Madame D demande à voir la directrice. La concierge n'ouvre pas la grille, mais une petite porte par laquelle entre Madame D, puis elle l'accompagne à travers un parc parfaitement entretenu vers l'immense bâtiment en briques de style victorien qui abrite le collège. Madame D remarque un léger vent qui secoue les arbres et fait trembler les feuilles d'automne. Tant qu'il soufflera, le brouillard ne s'abattra pas. La directrice aux cheveux gris, robe noire, reconnaît Madame D qui vient chaque week-end voir Françoise, mais elle est bien entendu au courant de la décision de la cour et l'accueille avec un visible ennui, une certaine froideur. Madame D lui dit qu'elle est de passage dans la région pour 1 heure seulement et qu'elle voudrait embrasser sa fille. Prise de court, la directrice n'a aucun motif à lui refuser cette visite. Elle accepte, mais à condition d'assister à l'entretien. Elle envoie donc chercher Françoise. Madame D attend devant le bureau, le cœur battant. Elle entend bientôt le pas de sa fille dans le hall. Lorsqu'elle entre et s'approche de sa mère, la directrice, méfiante, se tient debout de façon à entendre tout ce qu'elles vont se dire. Madame D avait prévu cette situation. Après s'être embrassée, au milieu d'une conversation banale, Madame D dit brusquement en français mélangé d'argot « Débrouille-toi pour te tirer et être à 6 plombes près de la lourde d'entrée ». Une lueur de surprise est passée dans le regard de Françoise, mais elle a certainement compris car elle ne laisse rien paraître. Quant à la directrice, bien qu'elle entende le français, elle a simplement l'impression que Madame D, ayant parlé très vite, une phrase lui a échappé. Elle se rapproche un peu plus. Quelques instants plus tard, Madame D embrasse sa fille, comme si elle ne devait plus la voir, d'ici longtemps, et s'en va. Madame D et Georges arrivent à 16 h, au pensionnat de Géraldine. Ici, ça devient sérieux. Il faut procéder au premier enlèvement. Les enfants, comme prévu, sont à l'église, où on les entend chanter des cantiques. La voiture s'arrête devant l'église et Madame D attend, debout, sous le porche. Le vent est complètement tombé, rien n'empêche plus le brouillard prévu de descendre sur l'Angleterre. La réunion dans l'église se prolonge. Peut-être a-t-elle commencé en retard. Georges regarde fréquemment sa montre et Madame D et lui échangent des regards inquiets. Il leur reste de moins en moins de temps pour être à l'heure au rendez-vous fixé à Françoise. Enfin, les cantiques cessent et les enfants sortent. Dès qu'elle aperçoit sa mère, Géraldine, dans son petit uniforme vert de collégienne, fond en larmes. « Calme-toi, lui dit sa mère, reste avec tes camarades, tu vas faire comme si tu retournais au collège, mais reste dans les dernières, devant la porte. » À la surveillante qui s'approche, Madame D explique qu'elle est de passage et demande si elle peut embrasser sa fille. La surveillante accepte. La mère et la fille échangent alors quelques mots en marchant et en s'embrassent. Puis, Madame D, comme à regret, monte dans la voiture. Par la vitre ouverte, elle lance des baisers à Géraldine en larmes, qui lui répond en faisant au revoir de la main. La voiture démarre, tandis que les enfants marchent de l'église au collège. La surveillante cesse alors de suivre Géraldine des yeux. À ce moment, la voiture qui a fait simplement le tour d'un pâté de maison réapparaît, tandis que les enfants en désordre rentrent dans le collège pour certains ou montent dans des voitures qui viennent les chercher pour d'autres, car il y a des demi-pensionnaires. Profitant de cette relative cohue, Madame D fait signe à sa fille, et comme celle-ci arrive, elle ouvre la porte, l'enfant monte, la voiture démarre. Apparemment, personne n'a rien remarqué. Dans ce cas, on ne s'apercevra de la disparition de Géraldine que dans 3/4 d'heure, 1 heure. Maintenant, la voiture roule vers Epsom. Comme on le craignait, le brouillard tombe avec la nuit et ralentit la voiture. À 17 h 30, ils sont encore à 40 km du collège. À 18 h, ils sont encore à 6 km. À 18 h 10, ils s'arrêtent devant la grille dont les barreaux sont à peine visibles dans le brouillard. Personne. Madame D est folle d'inquiétude à l'idée que l'alerte a peut-être été déjà donnée. C'est alors que Françoise apparaît. Elle attendait un peu plus loin, après être sortie par une porte de service. Au moment où la voiture démarre, le concierge jaillit comme un diable hors de sa boîte, et on l'entend distinctement crier « Je vous ai vu, je vous ai vu !»
Il a certainement noté le signalement et le numéro de la voiture. Mais Madame D et Georges ont tout prévu. 2 kilomètres plus loin, dans la campagne, des amis anglais attendent au bord de la route avec une autre voiture. L'échange des voitures est rapidement effectué. Madame D prend alors la route de Londres, où ils vont tous passer la nuit chez des amis, car c'est là le stratagème qu'ils ont imaginé le matin même. Tandis qu'ils sont à Londres, Georges téléphone à des amis parisiens qui vont eux-mêmes appeler, vers minuit, depuis Paris, la grand-mère des 2 enfants, la mère de Madame D, pour la rassurer en lui disant que Françoise et Géraldine viennent d'arriver en France. Pour le moment, elle dort, mais elle pourra les appeler dès demain matin vers 11h chez leur mère, avenue Foch. Mais Georges et elle ont été beaucoup plus loin encore dans leur stratagème. En effet, pendant la nuit, c'est un jeu d'enfant pour la police de retrouver le propriétaire de la voiture dont le concierge du collège a noté le numéro. Aussi, à la première heure de la matinée, les inspecteurs se présentent-ils à la société de location. Mais Madame D a donné comme adresse à Londres celle de ses amis anglais qui ont, la veille au soir, pratiqué l'échange des voitures. De sorte que la police retrouve celle-ci devant leur maison et fait irruption chez eux. Ils reconnaissent les faits sans difficulté, mais pendant qu'ils s'expliquent, le téléphone sonne. Une femme décroche tandis qu'un policier prend l'écouteur. « Bonjour ma chérie, dit une voix de femme. Je voulais te rassurer, tout va bien, les enfants sont arrivés cette nuit. » Et l'on raccroche. À condition que la police anglaise tombe dans le piège, ce qui n'est pas du tout certain, Madame D et Georges espèrent de cette façon mettre fin aux recherches. Et avant de poursuivre cette histoire, nous allons marquer un petit temps d'arrêt. Depuis le lever du jour, Madame D, à l'autre bout de Londres, regarde le ciel, du moins ce que l'on peut en voir à travers le brouillard. Vers 9h, comme elle l'espérait, le soleil commence à percer. Quelques minutes plus tard, Madame D, Georges et les 2 enfants repartent en voiture en direction de Bournemouth. Le brouillard reste épais, puis il commence à se dissiper juste comme ils arrivent à proximité de l'aéroport. Là, sur le parking, tapis dans la voiture, ils attendent. Madame D fume cigarette sur cigarette, Georges explique aux 2 enfants ce qu'elles vont devoir faire. Françoise, consciente du danger, écoute très sérieusement. Tous 3 essaient de conserver le sourire et même de plaisanter de temps en temps pour ne pas affoler Géraldine, qui en profite pour vider une boîte de sucettes. Enfin, à 11h, un petit point apparaît au-dessus du terrain. Il grandit, disparaît derrière la cime des bâtiments, puis on entend ronfler son moteur et il réapparaît, roulant sur le taxiway pour s'arrêter à l'endroit exactement prévu, bien en vue de la voiture. C'est un ravissant Beechcraft, blanc et rouge, de 4 places, le pilote aux moustaches rousses en descend, le plus sereinement du monde, ses papiers de bord à la main. Alors Madame D, le cœur battant, sort de la voiture et marche à sa rencontre, suivie de ses 2 filles qui jacassent et s'extasient sur l'avion, comme cela leur avait été conseillé. Elle laisse bien entendu de côté le poste de douane et de police. Le pilote les salue, les aide à monter à bord rapidement, puis s'en va avec désinvolture faire vérifier ses papiers par l'administration. En principe, toute la scène s'est déroulée avec beaucoup de naturel et en même temps si vite que l'on peut espérer que personne n'aura rien remarqué. Hélas, leur espoir va être déçu. Quelques minutes plus tard, lorsque le pilote ressort du bâtiment administratif, il est suivi de 2 policiers et tous 3 se dirigent vers l'appareil. Madame D devient blême et elle dit à ses 2 filles qui se sont soudain figées « Allons, souriez, parlez, comme si de rien n'était. » Le pilote glisse ses moustaches dans la cabine et dit à Madame D qui est assise sur l'un des sièges arrière « Cachez-vous, ils n'ont vu que les enfants. » Tandis que Madame D se recule brusquement, le pilote, avec une brutalité incompréhensible, arrache une sucette des mains de Géraldine et fait descendre les 2 enfants. La scène qui suit est insupportable. L'un des policiers qui s'intéresse à l'aviation et ne connaît pas ce type d'appareil, américain et nouveau sur ce terrain anglais lorsque se déroule cette affaire, tourne autour et s'approche même du cockpit pour observer le tableau de bord. Quant à l'autre policier, il regarde les 2 enfants que lui présente le pilote. « Voici l'aîné, dit ce dernier, Heather. Voici la plus jeune, Elisabeth. » Le policier regarde le passeport du pilote, puis s'adresse à Géraldine. « Vous en avez de la chance, Elisabeth, d'avoir un papa qui est dans l'aviation. Il vous emmène souvent ?» Géraldine, qui ne comprend pas, regarde l'homme à la moustache, qui fait « oui » d'un signe de tête en souriant. « Oui » répond Géraldine. « Bon, eh bien bon voyage, dit le policier en rendant son passeport au pilote. » Pendant ce temps, l'autre policier, qui inspecte toujours avec émerveillement cet avion bijou, découvre Madame D immobile sur son siège. À tout hasard, celle-ci lui sourit. Le policier s'incline et s'éloigne,
comme s'il était brusquement conscient d'être indiscret. Tandis que le pilote fait monter à nouveau les deux enfants dans l'avion, le premier policier rejoint le second, convaincu que celui-ci vient de vérifier en même temps que les papiers du pilote et des enfants celui de la femme. Puis les deux policiers s'approchent, et le second découvre à son tour Madame D, mais il ne dit rien, convaincu à son tour que son collègue a vérifié ses papiers. Dans l'avion, inutile de vous dire que Madame D et ses deux filles n'en mènent pas large. Quant au pilote, malgré son flegme, tout en fermant la portière, tout en manipulant les commandes, il répète dans sa moustache à mi-voix en chantonnant « Bloody, 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 bloody » sur l'air enfin bref, sur une musique absolument originale et que d'ailleurs Madame D ne cherche pas à reconnaître, bloody étant une expression anglaise qui veut dire à peu près « zut, 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 zut ». Comme les deux policiers lui font un petit signe amical avant de se détourner, le pilote murmure aux enfants visiblement terrifiés, blêmes de peur « Allez saluer, souriez, allons, allez. Vous ne comprenez pas, petit monstre, qu'il fait beau, que vous partez toute heureuse, passer le week-end en Écosse. » Pendant que l'avion roule sur le taxiway vers la piste, le pilote dit à Madame D « Heureusement que vous n'êtes pas sortie, ils ont dû croire que vous étiez ma femme. Et ma femme, elle arrive tout juste à votre poitrine. »« Mais pour elle, demande Madame D, comment avez-vous fait pour elle ?»« Oh, un coup de chance, répond le pilote, un coup de chance phénoménal. » Mais il ne peut donner plus ample explication pour le moment car il dialogue avec la tour de contrôle. Ce n'est qu'en vol qu'il s'explique. Il a lui-même deux filles, Heather, 19 ans, et Elisabeth, 15 ans, et elles figurent sur son passeport. Et ils ne les ont pas trouvées trop jeunes? Bon, non. Mais c'est pour ça que je lui ai arraché sa sucette. Et il sort de sa poche un paquet visqueux où l'on reconnaît collés ensemble un trousseau de clés, un mouchoir et une sucette. Inutile de vous dire, chers amis, que Madame D ne voit rien, ni le paysage qu'il survole, ni la côte anglaise, ni la Manche. La première à retrouver complètement ses esprits, c'est Géraldine. « Maman, il faut faire un vœu, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Parce que c'est la première fois que je monte en avion. » Le reste du voyage se déroule sans incident, et ce n'est que quelques jours plus tard que Madame D saura que malgré le stratagème qu'ils avaient imaginé et si bien monté, la police anglaise n'avait pas donné l'ordre de cesser la surveillance aux frontières. Cette nuit-là, et toute la journée du lendemain, la police a épluché l'identité de toutes les personnes qui ont quitté l'Angleterre avec deux jeunes filles. Le pilote ne fut pas inquiété puisque la police ne sut, avant plusieurs années, comment s'était effectué le transport des enfants. Quant aux amis anglais de Madame D, bien qu'ils eussent pu être poursuivis pour complicité dans un rapt d'enfants, la police ne donna aucune suite légale. Peut-être qu'en étudiant l'affaire de plus près, le juge chargé de l'instruction prit fait et cause pour Madame D. En tout cas, il referma ce dossier extraordinaire de la police sans autre forme de procès. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.